Merci infiniment de m'avoir invité. Alors, je vais décomposer en trois parties ce que je veux vous dire. Tout d'abord, qu'est-ce qui s'est passé sur le plan social et psychosocial? Je pense que c'est le plus intéressant, le psychosocial, à l'arrivée de la pandémie en février-mars en Afrique. Ensuite, nous verrons l'évolution à 9 mois. Et puis ensuite, je dirai un petit mot du futur possible qui concerne bien évidemment toutes les organisations qui font de la coopération avec l'Afrique. Moi-même ayant 30 ans de coopération universitaire africaine. Les premiers cas à partir de février et ensuite la plupart des cas en mars, rapidement les 54 pays ont été touchés, hein, il y a eu un vécu populaire qui a été assez intéressant dans la mesure où nous avons fait une enquête dans 3 pays. Nous avons interrogé de nombreuses personnes de la population qui nous ont fait part de leur vécu par rapport à l'arrivée de cette nouvelle maladie qu'ils ne connaissaient pas. Alors, il est intéressant de noter qu'il y avait peu de références en fait aux traditions africaines, mais plutôt des références au spirituel. Euh, pour beaucoup de gens, pas la majorité, mais une grande partie, le vécu spirituel était l'intervention de Dieu qui était responsable de cette pandémie. Dieu qui donne la vie, Dieu qui donne la maladie et Dieu qui donne la mort. Hein. Et en quelque sorte, pour punir les Africains dans la plupart de ces pays d'erreurs ou de péchés, etc. Bon. L'origine microbienne est évoquée bien sûr assez largement chez les personnes interrogées qui étaient dans des milieux relativement évolués, pas forcément d'ailleurs l'origine virale. Ensuite, nous sommes intéressés ensuite aux réseaux sociaux. J'essaye d'aller assez vite, simplement d'aborder le sujet pour ne pas trop perdre de temps. Les réseaux sociaux, les médias nous ont beaucoup intéressés et en particulier tout ce qui concernait l'information, qu'elle soit exacte. La plupart des Africains semblaient informés de l'arrivée de cette pandémie, mais un certain nombre avaient des fausses informations, voire des informations fallacieuses, ce que l'on appelle les fake news, hein, de façon maintenant assez fréquente. Alors bien sûr, on a accusé la Chine d'être responsable de cela. On a aussi accusé l'Institut Pasteur. Alors c'est arrivé comme une nouvelle assez intéressante qui aurait créé cette pandémie pour pouvoir vendre ses vaccins. On a accusé également la fondation Bill et Melinda Gates. Mais ce qui est plus intéressant à considérer pour des gens qui font de la coopération avec l'Afrique, c'est de voir que notre pays est également considéré dans ces milieux donc africains d'Afrique subsaharienne, qui est le milieu que j'ai étudié. Hein, les 11 pays sont en Afrique subsaharienne francophone. Ils avaient également l'impression que la France y était pour quelque chose. Et une phrase est souvent apparue dans les médias qui était colonisation égale colonisation. Colonisation égale colonisation. Donc vous voyez que cet impact par rapport à l'arrivée de cette nouvelle maladie, cet impact est très important dans la mesure où ceci va pouvoir influer nos différentes actions à l'avenir. Alors, les conséquences de tout cela, dans beaucoup de pays d'Afrique, c'était la peur, hein, l'affolement, hein, tout à fait, plutôt au début de la pandémie. Hein, il y a eu des périodes de migration très importantes, par exemple au Sénégal, dans la ville de Touba, dans la confrérie mouride, pour venir se protéger de cette nouvelle pandémie menaçante. Ça pouvait être aussi le fatalisme et parfois le déni. Bon. Alors, qu'a fait le pouvoir par rapport à cette problématique? Il y a eu un phénomène assez intéressant, plutôt dans les pays qui ont été euh, déjà contaminés par des épidémies telles Ebola. Hein. Ils avaient pris l'habitude de plans de communication où ils faisaient intervenir les chefs de village, ils faisaient intervenir les religieux, que ce soit les prêtres ou les imams. Et également, ils ont mis en place donc des relations également avec les gens qui font de la tradipratique. Vous savez qu'en Afrique, la grande majorité des gens consultent plutôt des tradipraticiens que des médecins de médecine conventionnelle. Et l'arrivée dans cette discussion des tradipraticiens était appréciée. Et j'ai des vidéos en particulier en Côte d'Ivoire
qui montrent des réunions avec des chefs, des tradipraticiens. Et ces réactions politiques étaient confrontées à une problématique qui était celle d'un confinement quasiment impossible. Hein. Confinement global, quasiment impossible. Et certains chefs d'État l'ont dit d'emblée. Patrice Talon, le président de la République du Bénin, a dit il est impossible que nous fassions comme les pays d'Europe à confiner tout le monde parce que nous, notre économie ne se relèverait pas. Alors, il s'est passé de la part des politiques des mesures assez drastiques d'emblée, hein, comme par exemple, à côté bien évidemment du Conseil des gestes barrières, ça a été la fermeture des écoles, des universités, ça s'est fait très rapidement, par exemple au Sénégal. Les marchés également ont pu être arrêtés, ce qui a pu occasionner des mouvements populaires, hein, des réactions très fortes. Par exemple, au Burkina Faso, on a vu les marchands, la population barrer les routes pour protester contre la fermeture des marchés. Ça a été également parfois la fermeture des transports, la fermeture des villes, comme à Abidjan, où on a annoncé le dimanche que la ville allait être confinée globalement et que les gens ne pourraient plus en sortir. Donc tout le monde s'est précipité dans la brousse, dans les villages d'origine. Hein. Donc il y a eu, si vous voulez, des réactions assez importantes qui ont pu créer des réactions sociales qui n'ont pas été faciles, hein, à gérer. Hein. On a fermé également les frontières, hein, les aéroports, mais il est vrai que ces fermetures des frontières étaient parfois mises à mal parce que les frontières sont relativement poreuses dans les pays africains. J'en ai l'expérience pour être passé parfois sans passeport d'un pays à l'autre. Il y a eu également un phénomène assez généralisé qui commence à avoir de l'importance dans notre pays, d'ailleurs en France, c'est le couvre-feu. Le couvre-feu était assez largement appliqué. On laissait les restaurants, parce que les gens devaient manger, bien évidemment, dans la rue, on laissait les restaurants ouverts, mais au Cameroun, par exemple, il y avait un couvre-feu assez rapide. La problématique qu'il y avait, c'était l'équilibre à trouver entre l'économie et la réponse sanitaire. Il faut savoir que l'économie informelle est une économie importante, c'est celle qui concerne la plupart des habitants dans certains pays, près de 70% dans certains pays. Ça touche simplement 20-30% dans d'autres pays d'Afrique un peu plus développés. Hein. Cette économie informelle fait que l'on va faire son activité pour avoir à manger pour le lendemain. Donc si on ferme le marché, pour prendre un exemple, les gens n'ont plus rien à manger et on se retrouve dans une situation de pauvreté assez importante. Hein. Les chiffres qui ont été apportés sur les problèmes par l'Oxfam en particulier, sur la pauvreté, sont assez terrifiants. Donc, si vous voulez, cette problématique-là, cette réaction des pouvoirs politiques, c'est fait également au niveau du financement, bien sûr, des centres de santé. Il a fallu trouver de l'argent. Par exemple, à Kinshasa, ville de 12 millions d'habitants, il n'y avait que 50 respirateurs. Hein, comment faire? Il est vrai que cette situation en République démocratique du Congo apparaissait cataclysmique, puisque Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, a dit on va avoir une hécatombe. Hein, on va avoir une hécatombe en Afrique. Les tests, il a fallu bien évidemment les trouver, hein, on en parlera tout à l'heure. Et puis enfin, tout le monde s'est précipité sur ce que j'appellerais des médicaments salvateurs. Ces médicaments salvateurs, certains sont bien connus dans notre pays, comme l'hydroxychloroquine, la chloroquine. Tout le monde s'est précipité sur ces molécules, hein, dont ils avaient l'habitude, puisqu'elles étaient utilisées dans le paludisme, jusqu'à d'ailleurs avoir la floraison de fausses industries qui faisaient des faux médicaments d'hydroxychloroquine ou de chloroquine qui étaient vendus sur les marchés. Hein, par exemple, au Cameroun, à Bafoussam, on a fermé plusieurs usines, on a saisi de nombreux colis de fausses hydroxychloroquine qui pouvaient venir d'autres pays non francophones, pour être plus précis. Alors, il y a également une précipitation des individus vers les plantes, comme les feuilles de line en Côte d'Ivoire, au point que les plantes ont quasiment disparu de la région d'Abidjan. Il y a eu également l'artémisia à Madagascar, avec le président qui a publiquement à la télévision absorbé de l'artémisia. On a prescrit d'ailleurs aux écoles, et ce médicament-là
les infusettes ou les bouteilles d'artémisia ont même été vendus dans d'autres pays. Donc ces médicaments ont été considérés comme salvateurs. Hein. Il y a eu également toutes sortes de plantes au Burkina Faso. Par exemple, il y a eu des racines, des feuilles, etc., de différentes origines. Alors l'OMS travaille beaucoup à ce sujet. Donc on peut en reparler également. La deuxième partie de cet exposé concerne l'évolution à 9 mois. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? C'est ça le plus important. Hein. On est en France devant une deuxième vague qui concerne toute l'Europe, avec des pays qui étaient relativement protégés, qui sont dans le bain actuellement. Eh bien, l'Afrique nous donne des chiffres assez surprenants. Hein. Si je prends un pays comme le Mali, par exemple, il y avait à peu près 20 ou 30 cas par jour pendant la première vague. Ensuite, c'est tombé à zéro pendant la période qu'ils considèrent de cet été. Et la deuxième vague arrive avec à nouveau 20 à 30 cas. Ce sont des chiffres qui sont relativement ridicules. Hein. Si on considère, par exemple, le Cameroun, y a-t-il une seconde vague? Alors, le Cameroun, théoriquement, devrait en ce moment démarrer une seconde vague. Il y avait le 1er avril 233 cas dépistés au Cameroun. Quand on regarde l'évolution il y a 3 semaines, on avait 437 morts et 24 117 cas dépistés. Bon. Et depuis 3 semaines, on a eu plus 8 morts simplement. Donc étant donné qu'on doit considérer en Afrique non pas tellement les cas dépistés que les morts, on peut se poser la question de savoir s'il y a vraiment une explosion de cette pandémie. D'ailleurs, ce sont mon groupe, si vous voulez, l'avait évoqué dès le mois d'avril, qu'il n'y aurait pas forcément une pandémie très gravissime en Afrique, mais ce sont des données qui sont actuellement admises par l'OMS, etc. Donc on voit un peu partout, je prends l'exemple du Bénin, du Burkina Faso, du Gabon, etc. On n'a pas d'évolution en nombre de morts supplémentaires depuis 3 semaines. Hein. Donc si c'est une vague, entre nous, c'est une vaguelette. Hein. C'est une vaguelette, sauf à imaginer que l'on ne dépiste pas les patients. Hein. Sauf à imaginer qu'on ne dépiste pas les patients ou que les patients n'aillent pas se faire dépister parce que il est clair que actuellement il n'y a plus pratiquement de confinement en Afrique. Dans beaucoup de pays, les gens ne portent plus le masque ou le portent sur le cou. Hein. Certains pays, bien sûr, la police vérifie que les conducteurs de voitures aient bien un masque pour les verbaliser. Mais d'une façon générale, on est dans une situation qui est assez ouverte. Et peu à peu, toutes les mesures qui ont été prises sont en train d'être lâchées, alors qu'on devrait retourner au confinement du fait si on avait vraiment une deuxième vague. Alors l'explication de tout cela, c'est alors qu'il n'y a pas de confinement, sachant bien évidemment qu'il y a eu à peu près 20 millions de tests PCR qui ont été utilisés en Afrique, et les tests antigéniques rapides, de diagnostic rapide, ne font qu'arriver en ce moment. Si on considère que les hôpitaux également ne sont pas débordés, sauf quelques problèmes au Cameroun, au Gabon, au Sénégal, il y a eu quelques problèmes dans les hôpitaux, mais un peu partout, il n'y a rien. Quelles sont la raison? La raison, c'est l'âge. L'âge médian est inférieur à 20 ans. La survie à la naissance est estimée à 62 ans, alors qu'elle est à peu près de plus de 80 ans en Europe, de même que l'âge médian est aux alentours de 40 ans en Europe. Donc, est-ce que c'est le climat? Les gens s'intéressent beaucoup au fait qu'il puisse y avoir, avec l'hiver, s'il y a un hiver en Afrique, dans la zone intertropicale, cet hiver en Afrique du Sud ou en Madagascar avait pu entraîner beaucoup de peur de la part des responsables politiques, mais il n'y a pas eu d'augmentation non plus importante à Madagascar. Si je considère, depuis 3 semaines, il n'y a eu que 7 morts de plus sur l'île de Madagascar. Donc, est-ce que c'est l'âge? Certainement, l'âge joue un rôle important. Est-ce que c'est le climat? Absolument pas. Est-ce que
c'est le terrain immunitaire, c'est probablement une des raisons, hein. Pas forcément génétique, puisque les gens d'origine africaine aux États-Unis font plus la Covid grave que les Hispaniques et que les Blancs, hein. Donc ça n'est pas ça. Mais il peut y avoir une immunité acquise particulière dans un pays où il y a beaucoup d'infections intestinales, il y a beaucoup d'infections par le paludisme, hein. Je vous rappelle qu'il y a peut-être 200 000, 300 000 morts du paludisme par an en Afrique, hein, toujours actuellement, hein. Bon, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il est possible que ce terrain immunitaire ne soit moins sujet à une sorte d'immunosénescence, une dégradation, puisque en Guinée, par exemple, le responsable de la santé me dit que les personnes âgées ne meurent pas plus, hein, pas vraiment, il n'y a pas d'aggravation forcément chez les personnes âgées en Guinée. Alors, le troisième point de mon intervention, c'est le futur. Je dirais deux choses qui sont importantes. On ne connaît pas vraiment l'impact de la pandémie en Afrique, puisqu'on n'a pas d'études de séroprévalence. L'étude de séroprévalence, ça consiste à faire un sondage dans une population et regarder qui est positif, qui a des anticorps, pour savoir quel est l'impact de la pandémie dans le pays. Ça n'a pas été fait. Bon. Il y a juste une étude qui démarre au Cameroun, en ce moment, dans 10 régions du Cameroun, mais c'est une étude qui va se faire dans les gares, en prenant les gens au hasard, alors qu'il faut un échantillon, bien qu'il soit bien sûr scientifiquement utilisable. Donc, on manque d'études sur la séroprévalence aux États-Unis, et je pense que pour les coopérants qui voudront aller en Afrique, ce sera un vrai problème de ne pas savoir très exactement ce qui s'est passé. Le deuxième point, c'est les vaccins. Alors, les vaccins, alors, il faut être clair, hein, on ne peut pas vacciner tout le monde. Les vaccins obligatoires, ça n'est pas possible. L'OMS considère que le minimum pour le nombre de vaccins, c'est 20 millions de doses, hein, pour arriver à éradiquer tout le monde. 20%, mais on n'arrivera jamais à la production de vaccins pour vacciner tout le monde, pour éradiquer l'épidémie, même en Europe, c'est pas possible. On n'a pas cette possibilité. Et quand on considère la résistance au vaccin, eh bien en Afrique, on est actuellement, 3 pays ont été testés, on a demandé aux gens est-ce qu'il faut se vacciner? Est-ce que vous seriez d'accord pour vous vacciner? 70% des Africains disent on ne se vaccinera pas. D'ailleurs, le pouvoir politique, dans certains pays, je ne dirais pas lesquels, dit que le corona, c'est du bidon, et il faut arrêter de s'en occuper. Donc voilà quelques points que j'ai évoqués. Hein, j'espère ne pas avoir été trop long. J'ai essayé de faire assez vite, peut-être parfois de façon un peu précipitée. Merci de Non, m'avoir. non, non, merci, merci beaucoup. Ça va laisser le temps pour les échanges. Alors, il y a des questions qui arrivent déjà. Moi, j'ai une question d'abord, et puis après, je prendrai vos questions. Quel a été le rôle de l'histoire qui existe déjà des pandémies, des endémies en Afrique dans la prise en charge et dans la réaction des populations à cette crise de la Covid, alors qu'ils connaissent déjà, qu'ils ont déjà une histoire avec les pandémies. Alors ça, si vous voulez, euh, quand on prend l'exemple d'Ebola, d'Ebola qui a fait 30 000 morts, je crois, ou un peu plus, les modèles mathématiques annonçaient plus d'1 million de morts. Donc les gens ont gardé en souvenir que cette pandémie avait joué un rôle à différents niveaux. D'abord dans l'utilisation des médecines traditionnelles, des plantes traditionnelles dans un pays comme la Guinée. Les personnes se sont dit ça ne marche pas, ça n'a pas marché pour Ebola. Donc, et la deuxième conséquence, c'est que les gens étaient plus réceptifs à ce que pouvaient leur dire les chefs traditionnels, les religieux, parce que ceux-ci, à l'époque, ne s'étaient que peu impliqués. Et si vous voulez, il y avait eu ensuite une prise de conscience. Et il y a une autre chose qui me paraît intéressante, c'est que dans des régions où il y a des épidémies de choléra, et je pense en particulier au nord de la Côte d'Ivoire, hein, du côté de Korogo, les gens ont porté le masque assez rapidement parce qu'ils avaient ce souvenir, hein, de cette épidémie de choléra. Alors,
On est dans des pays où les endémo-épidémies sont beaucoup plus fréquentes que chez nous. D'ailleurs, si on fait une analyse de sel chez des Africains en Afrique, on va trouver beaucoup plus souvent des parasites, etc. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un antiparasitaire comme l'ivermectine qui est considéré comme étant d'intérêt éventuellement dans le traitement de la Covid. Voilà. Donc, ces épidémies ont pu jouer un rôle. En République démocratique du Congo, elles ont un peu affolé les pouvoirs politiques, hein, puisque l'Ebola avait surtout été très meurtrière dans la partie du Congo à l'est, hein, à l'est du Congo, dans le Kivu, etc. Mais sinon c'est quand même imprimé dans la mémoire collective, pour la peur. D'accord, je vous remercie. On va commencer, on a 6 questions. Alors, première question, est-ce que les flux humains réduits peuvent aussi expliquer les statistiques du Covid? Donc, je pense que c'est en Afrique et non pas en France, comme il est écrit, c'est-à-dire circulation intercité moindre, population rurale importante, etc. Mais je n'ai pas très bien compris. Les flux humains réduits, donc la circulation moindre là-bas qu'en France, est-ce que ça peut aussi expliquer ces faibles taux? La circulation, c'est-à-dire Des personnes, pardon. La circulation des personnes entre les villages, entre les villes. C'est une chose qui est souvent évoquée en Afrique. C'est pas facile de répondre. C'est vrai que on dit souvent que les anciens, les vieux restent dans les villages et que c'est les jeunes qui vont dans les villes. Bon. Mais il y a quand même en Afrique un phénomène assez important de migration intra-africaine. Les Africains migrent beaucoup plus à l'intérieur de l'Afrique qu'à l'extérieur de l'Afrique. Hein. C'est des chiffres beaucoup plus considérables. Et en particulier, l'afflux dans les grandes villes fait que les gens se retrouvent plus ou moins entassés dans des périphéries de ces grandes cités, donc en contact. Et il est habituel, dès qu'on a un problème, c'est de partir au village. Et là, il y a eu un afflux au village considérable pendant cette pandémie. Et cet afflux au village aurait pu être à l'origine d'un développement de la pandémie donc dans ce qu'on appelle la brousse ou la forêt. Et ça n'a pas été observé par les épidémiologistes, je pense à la Guinée, qui ont été détachés dans les préfectures de façon évidente. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais ça peut jouer un rôle, c'est vrai. D'accord. Je vous remercie. Alors, on a une question sur les conséquences psychosociales chez les étudiants en Afrique. Comment ils se sentent face à cette crise-là? Dans quelle mesure ils se sentent affectés? Est-ce qu'ils ont peur de ne plus pouvoir aller faire leurs études à l'étranger? Alors, les étudiants en Afrique, je peux parler des étudiants en médecine, par exemple. Ils se sont très impliqués dans la lutte anti-Covid. Ils ont participé, ils se sont proposés dans les facultés, ils ont fait beaucoup de choses. La plupart des autres étudiants ont été complètement déstabilisés dans la mesure où un certain nombre n'avaient pas l'accès à Internet ni à du matériel informatique qui leur permette de suivre des cours à distance. Donc il y a eu une vraie déstabilisation. Pour ce qui concerne les départs à l'étranger, si vous voulez, en ce moment, les choses sont relativement bloquées dans beaucoup de pays. Je ne peux pas vous répondre pour chaque pays individuellement, ce n'est pas possible, hein, mais il y a des pays où, par exemple, le départ du pays pour l'étranger ne peut être possible que si c'est un rapatriement. Hein, donc c'est bloqué. Il va falloir qu'ils attendent que les choses se débloquent, hein, mais ce n'est pas évident. Alors, quand on sait que les études à l'étranger ne sont pas forcément faciles, puisque dans notre pays, les universités sont toujours bloquées, donc je ne les vois pas arriver, surtout s'ils n'ont pas de matériel informatique, pour faire des études chez nous, ils seront complètement, ça serait irresponsable. Quoi. Mais je les vois, actuellement, c'est bloqué. D'accord. Justement, en parlant de ces déplacements entre les pays, on a 2 questions sur la même thématique. Une personne qui part la semaine prochaine en Guinée, est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre? Et une autre personne qui nous demande quelle perspective pour repartir en mission en Afrique en 2021? Ouais. Alors celle qui veut partir en Guinée, je ne sais pas, je n'ai pas forcément toutes les informations sur la Guinée.
non, je n'ai pas les informations sur la Guinée, mais si vous voulez, bon, les étrangers, d'une façon générale, peuvent accéder à un certain nombre de pays, hein. Parfois pour des raisons touristiques. Je pense par exemple à Nosy Be ou à Madagascar, ils acceptent actuellement les touristes pour survivre, hein, bon. Alors en Guinée, la Guinée a bien sûr des relations avec la région, avec Nantes en particulier depuis longtemps, hein. Les conseils à lui donner, je veux dire, c'est d'abord ne pas s'exposer, ne pas exposer les autres, parce que elle va arriver dans un pays où les gens vont la considérer comme étant éventuellement une personne qui peut apporter le virus. Voilà. Je vais vous prendre un exemple. J'ai un ami qui est revenu du Mali fin février. Et quand il a pris le taxi pour aller à l'aéroport, le chauffeur de taxi lui a dit, mais vous êtes au Mali depuis longtemps ou bien vous venez d'arriver et vous retournez? Il a dit, je suis au Mali depuis longtemps. Et le chauffeur lui a répondu, ah ben je vous prends dans mon taxi. Si vous étiez venu de France pour retourner en France depuis peu de temps, vous auriez pu être infecté, je ne vous aurais pas pris dans mon taxi. Donc vous voyez, par rapport aux étrangers, il y a des précautions à prendre. Bon. Alors ensuite, les précautions à prendre, ce sont celles de bon sens. Vous arrivez dans un pays où les personnes sont en plein air, donc il y aura moins de risques, hein, il n'y aura pas moins le risque des aérosols, hein, mais de toute façon, vous allez être confronté à des personnes qui n'auront pas de masque dans la majorité des cas, donc il faudra leur imposer le masque et le porter vous-même. Et ça, c'est des choses qui sont capitales. Donc tous ces gestes barrières sont essentiels, hein. Il faut éviter, si vous voulez, la Covid, c'est éviter les regroupements. C'est éviter les regroupements, c'est la distanciation, hein. Le masque ne protège que relativement vis-à-vis des gouttelettes, hein, et en partie vis-à-vis des aérosols. Il faut éviter tout ça. Donc vous allez être amené donc à essayer de vivre dans un contexte qui ne sera pas facile, avec des transports où vous serez en contact, etc. Moi, euh, je sais pas si j'attendrai pas un peu quoi, avant de partir. Bon, tout dépend des enjeux, hein, que vous avez pour ce voyage. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais c'est pas facile comme question, dites donc. Oui, il y avait deux questions. Donc, une question sur la semaine prochaine en Guinée et une autre question sur 2021. Mais en soi, on fait attention aux autres personnes, on évite les regroupements et en tant que personne venant de l'extérieur, on prend particulièrement des précautions pour les populations locales, puisqu'on peut avoir un accueil qui n'est pas forcément… Bien sûr, c'est ça, là. C'est ça la réponse. Il faut, je pense que moi, si je devais répondre, je dirais, j'attendrais des études de séroprévalence en Afrique pour savoir quelle est la réalité de l'épidémie. Donc, les études de séroprévalence vont se faire, hein. Je ne comprends pas d'ailleurs que l'Institut Pasteur, qui est présent en Afrique un peu partout, n'ait pas fait déjà des études de séroprévalence pour dire, voilà, par exemple, on savait qu'à partir de la première vague à Paris, 10% des gens avaient des anticorps. Voilà. Il y a une seule étude en séroprévalence, c'est au Kenya, de 4,3%, étude relativement récente. Bon, si on avait des études de séroprévalence, on saurait à quoi on s'expose. On me dirait c'est la même chose en France, hein. On sait que Bordeaux a une séroprévalence de 3%, Marseille de 7%. Donc ce sont des chiffres qui sont importants pour se considérer dans un pays où on arrive en termes de prise de risque, voilà, par rapport aux bénéfices du voyage. D'accord. Je vous remercie. Je pense que ça éclaire la question pour 2021 surtout, hein, parce qu'il y aura peut-être ce développement des tests de séroprévalence. Et les vaccins, Et mais les vaccins. j'ai peur pour les vaccins, hein. J'ai peur, bon, surtout de toute façon, le nouveau vaccin qui se conserve à moins 70 degrés, enfin, ça me semble un petit peu problématique, quels que soient les investissements des organismes internationaux. Il faudra attendre les vaccins, virus inactivés ou virus vecteurs, comme AstraZeneca par exemple, ils peuvent se conserver dans les frigos ordinaires. Mais c'est un vrai problème, les vaccins. Là, il y a une langue de bois, même de l'OMS, sur la vaccination. Et justement, donc, en parlant des vaccins, vous avez évoqué l'Institut Pasteur. On a une remarque, l'Institut Pasteur n'est présent que dans 7 pays en Afrique, non? Oui. Ouais.
D'accord. C'était la question. Une autre question sur une autre thématique, c'est est-ce que vous avez noté l'impact de l'aide de la diaspora auprès des populations, donc en investissement de produits sanitaires, achat de savon, etc. Est-ce qu'ils ont eu un impact sur la propagation du virus là-bas par leur aide? Alors, la diaspora, si vous voulez, intervient de façon considérable. Hein, par exemple, la diaspora est à l'origine de 10% du PIB du Sénégal. 10% du PIB. 5,5% du PIB du Mali. Alors, la diaspora, bien évidemment, joue un rôle à différents niveaux. D'abord, en tant que personne pouvant être en contact avec des organisations, des institutions en Afrique, hein, qui leur envoient des messages. Qui leur envoient des messages. Hein. Et c'est peut-être à cause d'eux, en grande partie grâce ou à cause d'eux, qu'il y a eu cette peur, cet affolement, puisque la diaspora en Europe s'est beaucoup affolée. Hein, c'est beaucoup affolée, d'autant plus que les personnes d'origine africaine étaient exposées autant que les autres. Hein. Voilà. Donc la diaspora, ça joue un rôle. Alors se sont manifestés je pense que la diaspora, dans la mesure où ce sont très souvent des gens qui n'ont pas forcément des métiers en catégorie socio-professionnelle pour tous, qui soient en catégorie les plus supérieures, n'ont pas pu envoyer forcément l'argent nécessaire à leur famille. Bon. Alors, il y a eu également des dons, il y a eu également des tas de choses qui ont pu être faites. Hein. Il y a eu, par exemple, au Burkina Faso, un coronaton. Hein, mon ami Martin Sanou, qui fait partie du comité de lutte contre la pandémie au Burkina Faso, m'en parlait comme ça avait été un moyen de récolter de l'argent. Mais sinon, je n'ai pas de renseignements. D'accord, je vous remercie. Deux autres questions. Alors, c'est pas sur la diaspora, c'est une autre thématique sur la gestion politique de l'épidémie. Deux questions. Pourquoi est-ce que certaines frontières restent fermées entre États africains alors que la propagation du virus est faible? Et une autre question sur est-ce qu'il y a eu des reprises autoritaires sous prétexte de lutte contre l'épidémie? Alors, pour les frontières, c'est vrai qu'on peut très bien se poser des questions de savoir pourquoi telle ou telle frontière est fermée. Elles ne sont jamais complètement fermées. Hein. Elles sont fermées sauf pour les transports essentiels, dits essentiels. On rentre dans une problématique que l'on connaît bien. Hein. Donc, la deuxième partie de la question, m'a échappé, m'échappe, c'est Est-ce qu'il y a eu mesures autoritaires. des tours de vis, des tours de vis par certains États? Oui, il y a eu des tours de vis autoritaires, bien évidemment. Il y a eu, surtout dans les couvre-feux, la police a pu être confrontée à des véritables émeutes avec des jeunes en particulier. Hein. Donc, elle a réagi de façon parfois musclée. Hein. C'est des choses qui étaient vraisemblablement nécessaires dans le cas suivant, mais je n'ai pas entendu parler de choses épouvantables. Alors souvent, si vous voulez, par rapport, par exemple, au regroupement religieux, puisque bon, il y a eu des choses qui ont été considérées comme tout à fait difficiles à vivre pour les Africains, par exemple, dans les enterrements, les funérailles. Hein, de limiter le nombre de personnes. Hein. Par certains pays, c'était 20 personnes, pas plus. Alors parfois, les enterrements ont pu se faire dans la mesure où les Africains savaient que les funérailles ensuite pouvaient se faire à distance. Donc ils mettent les funérailles mythiques, emblématiques, importantes, ils le reportent. Hein, et l'enterrement a pu se faire avec des petits nombres. Mais dans des églises ou dans des mosquées, il a fallu les fermer. Donc, il pouvait y avoir des réactions assez violentes, mais d'ordinaire, d'après les exemples que j'ai pu obtenir, les chefs religieux ont accepté, ont participé donc avec le pouvoir à ces mesures-là. Alors, après, il y a des choses, je ne suis pas au courant de tout, hein, c'est clair. Il y a peut-être eu des choses ici ou là, hein, c'est pas facile. Vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a une réelle
une réelle crainte que cette épidémie soit dévastatrice en Afrique. L'OMS avait redouté une hécatombe. Quels enseignements tire votre groupe de réflexion Covid Afrique U face à ce décalage en fait entre les discours internationaux des organisations internationales et de Denis Mukwege aussi qui est aussi un local qui est africain et la réalité sur le terrain. Alors, c'est pas facile. Je sais que lorsque la pandémie a démarré, donc lorsqu'il y a eu la première vague, on s'est tous interrogés, on s'est dit tous ensemble, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y en a aussi peu? Est-ce que les Africains me disent, on ne fait pas si mal que ça, ne vous tracassez pas, c'est pas un manque de tests, c'est pas une négligence. Certains pays le font très très bien et tous les chiffres sont à peu près comparables partout. C'est ça qui est intéressant. Que ce soit des pays relativement peu développés, avec peu de moyens, des pays avec beaucoup plus de moyens, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, les chiffres sont à peu près équivalents. Donc, par rapport à ça, on s'est posé la question de savoir, je vous sors une formule qui va vous faire sourire, on s'est dit, ça y est, la pandémie va être le cimetière des éléphants en Afrique. C'est cet endroit où les éléphants migrent et vont mourir. Donc la pandémie, c'est l'Afrique qui va être l'endroit où elle ne va plus se développer. Bon, c'est pas ça du tout. Simplement, on se dit qu'il y a une raison. Il y a une raison, c'est plurifactoriel. Tout est dans le système immunitaire des individus. Pourquoi les enfants ne font pratiquement rien, les jeunes pas grand-chose, etc. C'est que le système immunitaire est la clé de cela. Donc le système immunitaire chez les Africains, c'est un système immunitaire qui est différent, non pas sur le plan génétique, même s'ils n'ont pas le gène de Néandertal, ce gène qui est présent en Europe ou en Asie et qui est responsable de plus de formes graves, dit-on, c'est encore à démontrer, donc c'est pas génétique. Et en plus, les Nord-Américains d'origine noire, africaine, le font beaucoup plus. Mais le terrain immunitaire, peut-être qu'il y a moins d'immunosénescence, plus de population T, lymphocytes T naïves, qui se développent, qui restent présentes, confrontées à des infestations répétitives. Il est possible que le fait d'avoir du palu, d'avoir de toutes sortes d'infestations parasitaires, l'onchocercose, etc., toutes ces maladies-là, ça soit un terrain qui fasse que leur système immunitaire est beaucoup moins cadré que chez nous. Alors ça, c'est une chose qui est discutable, parce que quand on regarde l'Inde, quand on regarde le Brésil, il n'y a pas forcément de raison d'avoir autant de différences avec l'Afrique. Donc, on ne comprend pas très bien réellement. Bon, c'est peut-être le mode de vie également, il y a plein de choses. On a eu pas mal de remarques sur le mode de vie, en effet, dans le chat. J'ai une dernière question qui va faire le lien, en fait, avec surtout notre public qui est porteur de projets de coopération internationale. Donc, la dernière question, ce sera, est-ce que cette pandémie ne met pas en évidence l'intérêt de porter des projets qui sont d'action de sensibilisation à l'hygiène, l'eau et l'assainissement? Je veux dire, c'est même sans la pandémie. Même sans la pandémie. Non, c'est... Alors bon, je pense que des organisations qui se préoccupent de l'eau en Afrique sont dans le cœur du sujet, très franchement. C'est vraiment une problématique capitale pour toute une grande partie de l'Afrique. Alors, moi, je pense qu'il faut poursuivre dans ce sens-là. Mais si vous voulez, tout ce qui concerne l'éducation est capital. Tout ce qui concerne l'éducation est capital. On est dans des cultures différentes. L'Afrique est le continent du vivre ensemble. C'est le continent du vivre ensemble. Si vous voulez, très fréquemment en Afrique, je partageais un repas autour d'un même plat, serrés les uns à côté des autres. Ça fait partie du vivre ensemble. C'est plus que la nécessité d'être dans des transports en commun agglutinés, d'être sur des motos-taxis à 2 ou 3. C'est plus que ça. C'est le vivre ensemble, ça fait partie de l'esprit de l'Afrique. Et
cette éducation doit-elle passer par une éducation sanitaire différente, faire évoluer ses cultures, etc. Ça serait quelque part un petit peu dommage, je trouve, hein, mais ça sera peut-être une nécessité. Donc là, pour l'instant, ça serait bien de se revoir dans un an. Ça serait bien de se revoir dans un an parce que on ne sait pas ce qui va se passer véritablement. Hein. Est-ce que cette deuxième vague va arriver maintenant? Je ne pense pas, mais pourquoi pas. Très bien. Et votre groupe continue de travailler sur ce... Tout à fait, mais ils sont moins réactifs en ce moment parce qu'ils me disent, bon, il ne se passe plus grand-chose, ça va. Au début, il y avait des interventions quotidiennes, mais là, j'ai vraiment l'impression que les choses sont pacifiées en Afrique, dans beaucoup de pays. Voilà. Tant mieux. Oui, ça nous amène à notre conclusion. Il est 17h46, à une minute près. On a tenu le timing. Je vous remercie, monsieur Bariguet. N'hésitez pas aussi à contacter monsieur Bariguet hein, si vous voulez poursuivre les échanges. On pourra... J'ai des dossiers. On a fait des dossiers avec notre groupe. On a différents dossiers, un dossier économie, un dossier hôpitaux, etc. Donc, s'ils m'envoient un message par Internet, pour leur communiquer mon messagerie Internet, je peux leur envoyer le dossier qui les intéresse, le dossier du groupe. Voilà. Il y aura un dossier évolution à 9 mois aussi, on est en train de le faire. Voilà. Très bien. Je vous remercie dans toutes les données. N'hésitez pas à nous envoyer un mail, on vous mettra en relation avec le professeur Jacques Barguet. Je vous remercie de votre intervention qui a suscité pas mal de réactions de la part des participants. Je me permets de vous mettre en muet et de couper votre caméra maintenant. Vous pouvez aussi quitter la conférence. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.